De petit déjeuner politique ce matin, c'est Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Top départ de la production de vaccins en France. Alors c'est de la mise en flacon, hein, pas de vrai made in France. Plus que de la production. Oui, alors c'est une bonne nouvelle quand même ou pas ? Écoutez, la montée en puissance de la production de vaccins, dans tous les cas, serait une bonne nouvelle. Maintenant, permettez-moi de dire que le fait que la France, qui a quand même une histoire toute particulière avec Pasteur sur le vaccin, qu'elle n'ait toujours pas son propre vaccin à elle, est quand même une difficulté. Et on doit dire là-dessus que Sanofi a échoué. C'est 4 milliards de dividendes versés aux actionnaires, 400 postes supprimés dans la recherche. Je crois qu'on passe de 11 centres de recherche en France à 3. Emmanuel Macron qui avait fait une belle opération de communication au printemps dernier dans un laboratoire de Sanofi. Puis en réalité, pas de vaccin français. Et il faut bien le dire, alors que le président de la République nous avait dit à l'occasion d'une allocution présidentielle, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité. Vous vous souvenez ? Il est des biens qui doivent être sortis des lois du marché. Bon, la réalité, c'est que le vaccin aujourd'hui, organisé par l'Union européenne, il est en fait considéré comme une banale marchandise. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que nous avons un problème d'accès aux doses. C'est que c'est hyper tendu. Il y a les lois de l'offre et la demande, la volonté des big pharma de faire ses profits. Vous avez vu que parmi les nouveaux milliardaires en pleine pandémie, il y a notamment certains patrons de grands laboratoires pharmaceutiques. Et vous devez savoir que à l'Organisation mondiale du commerce, la France avec l'Union européenne se sont opposés à la levée des brevets sur le vaccin, en contradiction avec ce que demande l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire la levée des brevets qui permettrait qu'on en produise massivement partout sans qu'il y ait de propriété intellectuelle. Oui, c'est vrai, Adrien Quatennens, en même temps, on tape sur les big pharma et on regrette de ne pas en avoir en France parce que justement, il n'y a pas les conditions pour eux, on ne peut plus faire d'argent en France et donc ils préfèrent partir à l'étranger. C'est le cas de certains chercheurs aussi. On regrette plutôt le fait qu'alors que la France verse beaucoup d'argent, notamment à Sanofi, en crédit d'impôt recherche, en crédit d'impôt compétitivité emploi, qu'on ne soit pas capable de mettre sur pied notre propre vaccin. Mais au-delà de ça, puisque la pandémie est mondiale, le vaccin doit être bien commun de l'humanité. Et ce que nous disons depuis des mois avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas d'idéologie sur le vaccin. Il faut qu'on puisse élargir notre portefeuille de vaccins. Pourquoi, par exemple, le vaccin russe, dont on sait depuis un certain temps déjà, par une mission française qui s'est déplacée là-bas, qu'il est efficace, pourquoi n'arrive-t-il toujours pas sur notre sol ? Parce qu'il est russe ? C'est ça le problème ? On les a vus faire en quelque sorte de la géopolitique, de la mauvaise diplomatie. Non, pour nous c'est clair, le vaccin, s'il est sûr et efficace, d'où qu'il vienne, doit être proposé. Parce qu'aujourd'hui, on a bien cette difficulté qui est l'accès aux doses. Alors on peut toujours ouvrir le Stade de France pour faire des grands vaccinodromes. Si on n'a pas le nombre de doses nécessaires, c'est d'abord et avant tout une grande opération de communication. Oui, cyberattaque évoquée hier par Jean-Michel Blanquer pour expliquer notre problème de l'éducation nationale. Vous y croyez ? La France mal préparée ? On a surtout la vérification de l'impréparation de ce gouvernement. Et d'ailleurs, dès le soir où avait été annoncée la fermeture des écoles, on disait mais qu'ont-ils préparé du coup pour assurer la continuité du service de l'éducation ? Vous savez, je crois qu'il faut dire maintenant qu'après 1 an, les Français ont été disciplinés, patients, indulgents. Nous-mêmes, comme opposition parlementaire, au début de la crise, on s'était dit, bon écoutez, il y a un virus, c'est compliqué, les décisions à prendre sont difficiles, on va, comme force d'opposition, se mettre finalement en situation de faire des propositions comme si nous avions été au gouvernement. Et nous avons fait des kilos de propositions, des plans complets de déconfinement, d'alternatives au confinement, des propositions de loi. Rien n'a trouvé grâce à leurs yeux. On a un président de la République qui, tour à tour, se croit chef de guerre dans son conseil de défense, monarque qui fait des allocutions télévisuelles et qui réduit le Parlement à devoir se prononcer le lendemain matin sur une allocution qui a été faite la veille, et puis aussi meilleur épidémiologiste de France. Mais disons les choses. Ce que nous subissons là aujourd'hui, les nouvelles annonces de serrage de vis qui ont été faites, pourquoi l'ont-elles été ? Parce que la situation sanitaire s'est dégradée suite au pari hasardeux d'Emmanuel Macron au mois de janvier de ne pas reconfiner. Ne pas reconfiner, ça n'est pas suffisant. Nous disons depuis le mois de novembre avec Jean-Luc Mélenchon qu'il faut des alternatives au confinement, c'est-à-dire créer les conditions de pouvoir lutter contre le virus sans enfermés. Et donc pour ça, qu'attendent-ils pour équiper toutes les salles des fameux purificateurs d'air ? À l'école dont M. Blanquer nous avait dit on ne s'y contamine pas, pourquoi ne pas avoir créé les conditions de dédoubler les classes, de recruter des professeurs ? Il y a des tas de choses à faire, d'organiser une société par roulement comme nous l'avons proposé, pour permettre que la vie reprenne sans devoir aller toujours au confinement, au déconfinement, au reconfinement, etc. On a l'impression de vivre un jour sans fin. Oui, Adrien Quatennens, est-ce que le gouvernement a bien fait en revanche sur le plan économique pour aider les entreprises et éviter les faillites ? Alors, incontestablement, il y avait des mesures à prendre, notamment la question du chômage partiel. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a les entreprises qui subissent de plein fouet cette crise et qu'il faut soutenir. Je pense aux PME, aux TPE, à tous les secteurs dont on parle le plus, qui sont rudement impactés. Mais je dois dire aussi qu'on voit dans cette crise ce que moi j'appelle les corona-profiteurs, c'est-à-dire ces entreprises qui
font des bénéfices, qui disposent des aides de l'État en quantité, vous pensez à qui continuent de verser des dividendes et qui licencient. Écoutez, il y en a plein. Renault, Safran, Schneider Electric, TUI, Cargill, la liste est longue de ces entreprises qui bénéficient des aides de l'État. Certaines avaient commencé leur restructuration auparavant déjà. Mais c'est justement cela qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que certains profitent opportunément de la crise sanitaire pour fondre dans le décor des plans de licenciement, des plans de délocalisation qui étaient déjà prévus de longue date. Alors nous disons une chose qui est claire maintenant, c'est que le gouvernement utilise beaucoup d'énergie ces dernières semaines pour créer de toutes pièces des polémiques qui sont très loin, à 1000 lieues des préoccupations quotidiennes des Français. Vous pensez à quoi ? Écoutez, toutes les polémiques sur les réunions non mixtes et tout le reste, parce que vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas d'actualité. Enfin, souvenez-vous que le fait générateur de cette polémique, c'est une interview chez une de vos concurrentes qui fait que tout démarre. Il n'y a pas d'actualité. On a le sentiment que tout ça est fomenté depuis le sommet pour en quelque sorte... Elle pouvait s'abstenir aussi de dire ça. Mais pour en quelque sorte faire que la question sociale disparaisse. Patrick Roger, entendez-moi, la 4e vague est sociale. C'est un cataclysme social dans le pays. L'OFCE parle de 790 000 suppressions d'emplois en France en 2021. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Alors aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. La politique qui vise à catapulter des milliards, sans vision stratégique, sans aucune contrepartie de demande des entreprises, est inefficace et on le vérifie. Donc, nous disons que les entreprises qui touchent des aides de l'État et versent des dividendes à leurs actionnaires devraient se voir interdire le fait de licencier, d'une part. Et ensuite, Patrick Roger, c'est au cœur de cette crise que la ministre Borne, avec M. Macron, choisit de mettre en place cette réforme de l'assurance chômage, qui, en quelque sorte, consiste à penser que les chômeurs sont responsables de leur chômage et qui va, dès le mois de juillet, lorsqu'elle va s'appliquer, faire réduire les indemnités chômage de 17 à 40% pour plus d'1 million de personnes. C'est une catastrophe. Avec la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron s'était vu coller l'étiquette de président des riches. Avec cette honteuse réforme de l'assurance chômage, il est le président qui mène une guerre sociale sans merci aux plus pauvres. Ils doivent y renoncer. La 4e vague, elle est là pour vous. Adrien Quatennens, un mot sur la politique et la gauche. Et il y a une réunion de prévue aujourd'hui avec Yannick Jadot, toutes les forces de gauche, c'est maintenu ou pas ? Alors, on attend de savoir précisément ce matin qui seront les participants à cette réunion. Donc, il est déjà 8h là, quasiment. Oui, mais on attend encore des réponses, voyez-vous. Donc, on communiquera dans la journée sur qui participe. Notre proposition était la suivante. Vous avez vu que récemment, Yannick Jadot est sorti pour dire il faut qu'on se rassemble pour discuter. Nous avons dit, écoutez, l'acte 1 d'abord, la première chose, c'est de vérifier notre capacité collective à riposter aux attaques de l'extrême droite dans ce pays. On a vu récemment l'envahissement du Conseil régional d'Occitanie. Il y a des menaces. Il y a ce climat nauséabond. Enfin, l'envahissement, ils étaient 3 ou 4. Hein. Bon, faut oui, pas mais néanmoins, notez quand même que le fait d'aller dans un hémicycle régional, c'est quand même pas rien. Donc, est-ce qu'on est capable, à gauche, sur la question des libertés, de se retrouver ? Ça doit faire socle commun entre nous. On va le vérifier aujourd'hui. Pour l'instant, lorsque nous avions pris l'initiative... Yannick Jadot, il est prévu ou pas ou finalement, écoutez, non, a priori, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse positive de la part notamment d'Europe Écologie Les Verts. On attend de voir précisément dans la journée comment les choses évoluent. Mais en tout cas, cette première chose, si vous voulez, nous, avec Jean-Luc Mélenchon, ça fait des mois qu'on écrit des courriers. Quand on édite ce genre de revue programmatique, on les envoie à tous les états-majors pour faire en sorte de créer la discussion. Mais première chose, vérifions qu'à gauche, sur des questions aussi fondamentales que les libertés, on puisse se retrouver. Voilà ce que nous aimerions pouvoir faire aujourd'hui. Dites-moi, vous allez vous retrouver avec qui là, que la France Insoumise alors, ou il y aura d'autres personnes? Il y a déjà plusieurs formations, générations qui participent, mais on a invité le PS, on a invité le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts. C'est Éric Coquerel qui gère cette affaire pour la France Insoumise et qui communiquera dans la journée. A priori non. A priori non. Olivier Faure? A priori non. Bon, d'accord. Roussel, je vous dis, non plus. Alors je sais pas s'ils vont envoyer des représentants ou pas, mais non, a priori. Mais c'est toute la difficulté que nous avons. C'est que ça fait des mois qu'on entend tout le monde parler d'unité. Et Jean-Luc Mélenchon, ça fait depuis maintenant près de 2 ans. Il avait commencé avec la proposition de fédération populaire dans le journal Libération. Ça fait depuis 2 ans qu'on pose des initiatives pour créer concrètement les conditions de cette discussion. Et visiblement, c'est difficile. D'un mot, Yannick Jadot, puisque vous avez évoqué l'écologie, l'eau est pour vous oubliée dans la loi climat. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, alors pour nous, la question de l'eau est fondamentale. On organise en ce moment avec Mathilde Panot, la France Insoumise et plusieurs de nos partenaires, la CNL, Génération et d'autres, une grande votation citoyenne. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller sur le site internet, c'est facile à retenir, c'est eau.vote. La question qui est posée, c'est: êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau et son assainissement, et au fait que les multinationales ne puissent pas s'accaparer l'eau? Les Nations Unies nous expliquent que d'ici 2030, 4 milliards de personnes vont vivre dans des zones où on va manquer d'eau. J'ai déjà noté qu'à Mayotte et en Guyane, 1 Français sur 5 n'a pas d'accès privé à l'eau potable. En Martinique et en Guadeloupe, 50% de l'eau part dans les fuites.
Sans eau, pas de vie, vous le savez. Donc pour nous, la question de l'eau qui ne doit pas être traitée comme une marchandise, vous allez le voir, c'est pas très d'actualité a priori, mais en réalité, vous allez le voir, on le voit dans beaucoup d'endroits, c'est déjà le cas. Il y a des départements en France, par exemple, où l'été, quand il y a des zones de sécheresse, ce sont des camions qui ramènent la flotte. Donc l'écosystème compatible avec la vie humaine est en danger. Voilà ce que nous disons. Et dans le cadre de la loi climat à l'Assemblée, c'est le sens des insuffisances. Il y a 110 organisations qui critiquent cette loi. Le président de la République, au mois de juin, devant la Convention citoyenne à l'Élysée, avait dit « Je prends tout, moins 3 jokers ». Et en réalité, on voit que cette loi est une loi entièrement des jokers, où je crois qu'à la fin, il reste quoi, 10% des propositions de la Convention citoyenne. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus, Adrien Quatennens. Oui, sur le projet de loi sur la fin de vie qui arrive demain à l'Assemblée nationale, avec plus de 3000 amendements déposés, un sujet assez controversé, et la sortie de l'écrivain Michel Houellebecq qui dit qu'un pays qui vient à légaliser l'euthanasie perd tout droit au respect. Écoutez, je crois que Michel Houellebecq, il donne son point de vue. En tout cas, c'est pas le point de vue d'une écrasante majorité de Français. Il y a quelque chose comme 92% des Français qui sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Vous savez qu'il y a vous. Bien sûr. Depuis longtemps d'ailleurs. C'était déjà en 2009 que ma collègue Martine Billard, qui était députée de Paris à l'époque, avait co-signé un texte pour l'aide active à mourir. Que disons-nous ? 4500 personnes chaque année partent clandestinement à l'étranger pour pouvoir mourir dignement. C'est un sujet qui touche à l'intime, qui est difficile, mais l'humanité dans son histoire elle a franchi des frontières. Quand par exemple l'écrit a dépassé la tradition orale, quand par exemple une aptitude, celle de procréer, a cessé d'être un destin grâce à la contraception par exemple ou à l'avortement. 3000 amendements, ça ira au bout ? Alors c'est tout le problème que nous avons, c'est qu'en fait il faut expliquer ça aux auditeurs, c'est une initiative parlementaire, donc ça veut dire que c'est pas le gouvernement qui a mis à l'ordre du jour ce texte, c'est un député qui n'est pas de la majorité qui met en circulation ce texte, et donc on a un temps contraint pour le travailler. Ça veut dire que si on n'arrive pas au bout à minuit jeudi soir, eh bien le texte est relégué. Et vous avez en effet des collègues des Républicains qui ont décidé de déposer des tas d'amendements, je crois qu'on arrive à quelque chose comme 3000, de sorte à faire qu'on puisse pas arriver au bout du texte. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que jeudi, on pourra avoir une journée historique à l'Assemblée nationale, mais visiblement, par le fait que ces amendements sont déposés, c'est leur droit de le déposer. Simplement, l'opération est vue maintenant de l'extérieur, tout ça est beaucoup commenté. J'ai vu que de nombreuses personnalités qui mènent ce combat depuis longtemps se sont engagées, ont interpellé les députés en disant saisissez l'occasion, parce que maintenant les Français sont plus que prêts et l'attendent. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas possible, c'est regrettable. Merci Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la Juste une chose, rendez-vous ce samedi, je vous donne rendez-vous ce samedi à 19h pour un grand meeting de Jean-Luc Mélenchon sur l'eau, en réalité augmentée. Très franchement, ça vaut le détour. Alors ce sera en réalité augmentée, donc à distance. Réalité augmentée, d'accord. Mais techniquement, regardez ça, ça réserve quelques belles surprises. On va envoyer samedi le lien à 19h. On envoie le lien à Yannick Jadot et il sera là. Merci à vous. Merci à vous. Et tout de suite, le journal de 8h.